Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le mardi de juin 2026, nouvelle vidéo sur les cryptos. Les gars, c'est fou ce qui est en train de se passer. Je suis à la fois trop content, mais à la fois, j'ai le giga somme. C'est trop paradoxal comme sentiment, mais en fait, c'est le fait de être trop content en fait que le scénario que je vise depuis des semaines qui est en train de se réaliser, et à la fois trop le somme parce que j'ai pas pu exploiter à 100% comme je voulais ce scénario-là. Du coup, voilà, je suis un peu indécis entre les deux. Je sais pas trop quoi en penser. J'espère que de votre côté, vous avez pu quand même un peu mieux, si vous avez suivi ce scénario-là que je vous parlais depuis quelques temps, vous avez pu un peu mieux l'implémenter dans votre investissement, dans votre trading. Mais personnellement, voilà, je ne l'ai pas fait parfaitement, pas aussi bien en tout cas que quand on était sur le Dead Cat Bounce des 98 000 dollars. Mais bon, c'est pas grave, je préfère avoir raison comme ça sur le scénario complet et pas l'avoir pris parfaitement que avoir complètement tort et que ça parte à la hausse alors que je visais plutôt un retournement. Mais bref, comme vous pouvez voir, BTC 69 000 dollars, les gars, on a fait quand même un joli gap entre le top qu'on avait vers les 82 000, 83 000 dollars en l'espace d'une semaine, une ou deux semaines, en très peu de temps. Et c'est hyper intéressant d'avoir un retour de bâton comme ça, bam, assez violent, assez brutal à la baisse en si peu de temps, parce que ça montre bien que là, on est vraiment sur notre formation de top des 82 000. Je pense qu'il y a quand même peu de chances qu'on revienne sur ces niveaux-là. Et à mon avis, là, on va plus enchaîner de la baisse avec éventuellement quelques rebonds, mais plus voilà, des gros dumps pour aller chercher les plus bas. Rappelez-vous, première target, les 60-62 000 dollars, et ensuite essayer d'enfoncer ce niveau-là pour aller chercher du coup le bottom qu'on vise depuis novembre, donc ça fait quand même depuis un peu de temps, vers les 40-50 000 dollars. Donc voilà, on va voir ensemble qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vais vous montrer aussi mon plan là pour le futur, pour les prochaines semaines, qu'est-ce que j'envisage et surtout qu'est-ce que je compte faire parce que voilà, comme j'expliquais, j'attendais de rentrer en short, j'attendais de rentrer en short, j'attendais de rentrer en short. Et au final, plus t'attends, plus ça baisse, plus ça dure de rentrer. Alors que tu sais que le scénario est bon, mais t'attends toujours l'endroit parfait pour rentrer et c'est un peu ça le piège. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est une expérience supplémentaire pour le futur que je pourrais utiliser dans mes analyses futures tout simplement. On commence avec Twitter. Alors, c'est hyper intéressant ce qu'on a eu encore une fois, cas d'école les gars par rapport au FOMO des news. Rappelez-vous là les 3 dernières vidéos je pense, j'avais vraiment mis l'accent sur le FOMO en fait qu'il y avait autour des tops. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Quand on part en marché baissier, quand on part en market, il faut suivre la tendance. Donc c'est-à-dire que quand vous avez une tendance weekly baissière, surtout au niveau des moyennes mobiles, de ce genre de choses, des zones clés avec les FEG, etc., et qu'on ne dépasse pas ces zones-là, il faut rester dans l'optique qu'on est dans une tendance baissière et qu'il faut du coup suivre la tendance et pas essayer un retournement de tendance parce que au niveau stat en fait, au niveau proba, vous avez beaucoup plus de chances de suivre la tendance que de l'inverser à chaque mouvement. Et pour moi, l'un des signaux, l'un des signaux plutôt qui nous donne en fait les tops temporaires sur ces rebonds d'une tendance baissière plus longue, c'est les news. Et en fait, quand vous avez des news qui commencent à tomber comme ça, que vous avez les gens sur Twitter qui recommencent à être bullish et qui pensent qu'on va repartir à la hausse, et que les news sont quand même des bonnes news, mais pas largement pas assez grosses pour lancer le marché, et bien souvent ça c'est les signaux de top. Et c'est exactement ce qu'on a eu la semaine dernière, rappelez-vous, sur le Clarity Act, on avait nouveau directeur de la Fed, on avait je sais plus quoi, Trump et Iran qui se réconciliaient, toutes ces news là qui sont plutôt bullish, mais qui sont pas assez fortes si vous voulez pour relancer un BTC sur les ATH. Et là on le voit très bien avec ça, où on voit à quel point le volume acheteur est faible, à quel point le volume vendeur est beaucoup plus présent, que le momentum n'est pas du tout assez puissant pour relancer un marché haussier. Et ça se concrétise en fait par les news bullish qui donnent des réactions bearish au marché. Inversement, quand on est en début de bull run, on le voit assez régulièrement, quand vous avez des news qui tombent, qui sont pas bullish, mais plutôt bearish, et que le marché monte quand même, ça les gars c'est un signe giga bullish, parce que quand vous avez des mauvaises news et que le marché monte quand même, c'est-à-dire que le volume est tellement fort, tellement de momentum, que peu importe les news, ça va monter. Inversement, quand vous avez des bonnes news comme ça qui tombent et que le marché continue à baisser, c'est que là c'est une catastrophe et qu'en général on va droit chercher un bottom, on va droit au dump, parce que les vendeurs sont tellement forts que même si on a des bonnes news, ça ne peut pas encaisser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez ça, dans les dernières 24 heures, on a le président Trump qui a publié deux déclarations bullish sur les cryptos. Il a littéralement dit « Je ne laisserai jamais tomber les cryptos ». Les gars, lui parle le président américain quand même. Et malgré ça, malgré qu'il ait fait ces tweets-là, qu'est-ce qu'il fait BTC? Bam, il s'effondre de 2000 dollars directement après la news. Et ça, les gars, genre, on ne peut pas avoir plus bearish comme indication en fait. Des news bullish qui font chuter le marché, en général, ça sent pas très bon. Bon, on a eu ça, on a aussi eu d'autres choses. On a eu le président Trump qui a partagé une mise à jour majeure sur un potentiel accord entre les États-Unis et l'Iran. Le truc avec l'Iran et les US, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'impact d'une news va être beaucoup plus forte
quand c'est le début de la news. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as un nouveau conflit qui se crée, comme par exemple entre Iran et US, toutes les news qui vont découler de ça au tout début, elles vont avoir beaucoup plus d'impact sur les marchés parce que c'est nouveau, on ne sait pas à quel point ça va être important et du coup le marché surréagit en fait par rapport aux news qu'il y a par rapport à ce début de conflit. Mais plus tu avances dans le conflit, plus en fait l'impact est minime parce que en fait l'humain tout simplement il s'habitue. C'est comme tout. C'est comme quand il y a eu la guerre par exemple Ukraine-Russie, tout le monde en parlait, c'était le giga bordel même sur les marchés, tout le monde en parlait, etc. Et aujourd'hui, bah, tu as toujours le même conflit, ça n'a pas bougé, mais tu n'as plus personne qui en parle. Parce qu'en fait, les gens, ça y est, ils sont lassés, ils ont vu 10 000 fois les mêmes trucs, et du coup, ils passent à autre chose. C'est la même chose pour Iran-US. En fait, il y a eu tellement de news de on réouvre le détroit, on est de nouveaux potes, on n'est plus potes, on se fait la guerre, on n'est pas content, etc. Que au bout d'un moment, tu as beau mettre, ça y est, on est réconciliés, bah, ça fera plus trop d'effet, quoi. Ça fera plus trop d'effet sur les gens, et donc aussi sur les marchés, vu que c'est les gens qui investissent sur les marchés. Donc voilà, là encore une fois, potentiel accord, même si ça avait l'air quand même d'être l'accord le plus, comment je pourrais dire, le plus sûr à être validé entre les deux parties depuis le début. Il y a quand même des conditions, fini le blocus naval au détroit d'Ormuz, l'Iran qui s'engage à ne jamais posséder l'arme nucléaire. Ça, c'est le plus gros de la question le plus gros du conflit entre les deux parties, quoi, enfin publiquement en tout cas. Déminer tout ce qu'il y a au niveau des détroit d'Ormuz, pas de frais et de transit de péage là pour Hormuz aussi, stock d'uranium, etc. Et aucun transfert financier au paiement inclus à ce stade. Et en fait, donc on a eu cette plutôt bonne news qui est tombée, et pareil, le marché, bam, il continue à chuter, parce que, encore une fois, même si on a des bonnes news, c'est pas forcément que le marché va repartir, parce que parfois le volume vendeur est trop fort, et c'est ce qu'on a actuellement. Et là, la petite goutte d'eau qui vient de tomber sur BTC, c'est Strategy qui a vendu 32 BTC pour 2,5 millions de dollars. Donc 32 BTC à leur échelle par rapport à MicroStrategy, c'est rien du tout. Mais ça envoie quand même un signal fort. Ça envoie quand même un signal fort où beaucoup de gens attendaient de voir ce qu'allait faire MicroStrategy ou pas par rapport au pas s'ils allaient vendre leur BTC. Et là, du coup, c'est un premier pas à ça, à commencer à vendre des BTC pour qu'ils payent leurs frais. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Asher a fait une bonne vidéo là-dessus. Leurs frais, leurs dettes par rapport à ce qu'ils doivent en fait. Et ça peut être un cercle vicieux pour Strategy, même s'ils ont pas mal de marge avant de complètement se liquider. Mais voilà, c'est quelque chose qui va, si vous voulez avoir plus d'impact sur le bruit que ça va faire, que la réelle vente en fait, de ces BTC. C'est-à-dire que souvent, ce genre de news, bah, en fait, ce qui a le plus d'impact, c'est le fait que MicroStrategy vende, et que ça fasse paniquer les gens. C'est surtout ça qui a de l'impact, que plutôt la réelle vente de MicroStrategy, en fait, tout simplement. Donc bref, tout ça s'accumule. Il y a quelques temps, je vous avais mis ce gros tweet pour vous expliquer mon billet baissier là, sur BTC. Du coup, c'est en cours. Et là, du coup, je vous ai mis à jour ça aujourd'hui. Vous voyez, le plan se déroule parfaitement sur BTC. Et encore une fois, regardez ça, le 19 mai, c'était il y a quelques semaines. On avait vraiment parlé de ce plan-là. Rappelez-vous, on essaye de venir taper dans le ruban. On forme tout le FOMO en haut de ce ruban avec les news qu'on avait comme Clarity Act, etc. On parlait ici avec Clarity Act, changement de la directeur de la Fed, etc. Qui fait que les gens FOMO en fait sur ces niveaux-là. Et ensuite, bam, ça plonge. Même chose ici sur les 98 000. À chaque fois que vous avez un rebond, d'une tendance baissière, qu'on garde le ruban de moyenne mobile, on garde les FG et on passe pas ces niveaux clés en fait, et ben on part de nouveau à la baisse, et à chaque fois qu'on arrive sur ces tops là, tout le temps c'est la même chose, on a un petit peu de hausse sur les cryptos, mais ça reste très très léger, et surtout on a des news qui tombent, qui ont l'air bullish, qui ont l'air de faire repartir le marché, mais c'est pas le cas. Et à chaque fois ça forme les tops, et c'est exactement ce qu'on a eu avec Clarity Act qui est tombé vers les 80 000 dollars vers BTC, quasi au top. Bon, je vous laisserai lire le tweet parce que c'est vraiment toute l'explication de ce mouvement-là, en fait. Et c'est vrai que quand on regarde un peu les news qui nous ont fait FOMO, enfin qui ont fait FOMO les gens là qui ont été au top ici, c'est encore une fois Clarity Act, changement de directeur de la Fed, fin du conflit US-Iran, etc. etc. Alors, de nouveau, on suit la tendance weekly, les gars, faut suivre la tendance, c'est-à-dire qu'en weekly, tant qu'on reste au-dessus, enfin sous ce ruban, on vient le tester, on s'est rejeté, on vient le tester, on s'est rejeté, etc. On suit la tendance baissière. Et là, on a plus de chances de suivre la tendance baissière et de continuer à la baisse, d'aller chercher un bottom plus bas, que d'envisager une cassure de la tendance. Surtout avec une touche ici, une deuxième. Là, en général, la deuxième, c'est plus pour aller chercher le bottom, et une fois qu'on a cherché le bottom, là, le casser. Mais là, c'est pas encore fait. Et maintenant, ce qu'on vise, c'est vraiment le retour vers les plus bas entre 60 000 et 62 000 dollars, parce que c'est pour aller chercher toutes les liquidités qu'on a laissées en dessous de ces plus bas, aller chercher tout ça, et ensuite voir comment ça réagit. Parce qu'on pourrait avoir éventuellement un double bottom, on fait un bottom ici, on vient rebondir, on va chercher un deuxième bottom, et ensuite ça se relance. C'est pas impossible, suivant ce qui tombe par rapport à la macro, etc. Ça pourrait changer. Perso, c'est pas ce que je prévis beaucoup plus ce scénario. On a éventuellement un petit rebond ici, puis après, bam, on enfonce beaucoup plus bas, et on va chercher notre target qu'on vise depuis le début des 40-50 000 dollars. La fameuse target que je vous parlais il y a très longtemps, quand même, en novembre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ce tweet que je vous avais fait le 24 novembre 2025, donc ça remonte quand même. Le temps passe vite.
Et ils avaient justement fait un gros tweet à l'époque de pourquoi je pense qu'on a plus de chances de partir en bear market qu'en bull run par rapport donc, au niveau de la macroéconomie, où j'expliquais tout ça, et aussi les niveaux techniques. Macroéconomie, en fait, c'était simple. À ce moment-là, en novembre, tout le monde était en train de FOMO sur le QE. C'est-à-dire que tout le monde était en mode c'est la fin du QT, du coup le QE va se lancer. Mais non, c'est pas le cas. Historiquement, ouais, comme j'expliquais ici, le QE met 6 à 18 mois à se lancer. Et dans les conditions économiques actuelles qu'on avait, je pense qu'un QE, c'était plus logique qu'il arrive entre 6 et 12 mois. Et donc, comme j'explique ici, donc plutôt fin 2026, ce serait plus logique. Et en fait, ça tombe exactement avec ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire la baisse du marché, on vient chercher un bottom vers été fin 2026, et ensuite, on a le QE qui arrive progressivement, et là, ça refait foutre les gens. Là, le marché repart avec du volume, et à ce moment-là, on peut poser notre bottom et repartir en marché aussi. Mais tant qu'on n'a pas ça, à mon avis, ce sera pas bon. Et que j'explique ici, vous voyez, 6-12 mois, c'est long. On a le temps de taper un bear market. Et c'est exactement ce qu'on a ici, en fait. En novembre, c'était il y a pile 6 mois, au final. C'était il y a pile 6 mois. Et vous voyez, en 6 mois, on a eu le temps quand même voilà, on était à 98 000, de descendre, d'aller chercher 98 000, de se faire rejeter, de poser un bottom à 60 000, de remonter à 80 000, et là, de commencer à corriger. Et là, il nous reste encore 3, 4, même voire 6 mois si on pousse jusqu'à fin d'année pour aller voilà, bien descendre, aller chercher un bottom, poser un bottom et remonter. Donc bref, on avait tout ça, on avait aussi, rappelez-vous, Dead Cat Bones avec les FVG, les MACD et tout ça, etc., qui nous montraient qu'on n'était sûrement pas dans une reprise de bull run, mais plutôt dans un début de bear market. Et gros aussi, rappelez-vous, croisement du MACD en mensuel qui est assez fort. Et bien sûr, la target, là, des 40 000, 50 000, avec les Fibonacci, où à chaque fois, en général, en target de bear market, on va chercher juste au niveau des derniers niveaux de Fibo, des 0,786, qui est pile sur le niveau des 40 000 $. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, ce qu'on vit ici, là, le petit rebond des 60 000 à 80 000, c'est juste la grande phase du bear market avec les phases de baisse, rebond ici, et baisse plus profonde, etc. etc. Et que actuellement, c'est pour ça que je vise encore une fois plus un bottom vers les 50 000 $ que le bottom qu'on a ici à 60 000. Bon, par contre, voilà, c'est bien beau d'avoir le plan long terme qui est parfait et qui se déroule parfaitement depuis 6 mois, mais si on peut pas rentrer en short, ça c'est quand même relou. Là, ce que j'explique ici, ouais, j'ai envie de crever quand je vois le scénario que j'attends depuis longtemps en train de se réaliser et que je ne suis pas dedans en short. Ça, les gars, ça me fout le seum à un point. Vous avez même pas idée. Comme un Golemont, j'ai shorté de 60 à 78 et 80 000 pour me faire SL. Et en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'étais trop impatient. C'est-à-dire qu'il y avait éventuellement, vous voyez, ce niveau-là qui peut être intéressant à shorter parce qu'on venait chercher la zone de liquidité et ensuite, paf, on pouvait s'enfoncer. Du coup, je m'étais un peu planté sur ce niveau-là en shortant. C'était pas passé. Au final, j'ai laissé monter. Et là, j'ai été trop pressé. C'est-à-dire que j'ai voulu rentrer ici assez fortement. Je suis re-rentré par là. Et en fait, à chaque fois, je me suis fait stop loss parce que je rentrais beaucoup trop agressivement avec un stop loss très serré. Et j'ai trop voulu être impatient en fait. Je pense que c'est ça. Et ensuite, derrière, quand on était sur des niveaux parfaits ici, j'ai voulu encore attendre des niveaux parfaits. En voyant le rebond ici, je me suis dit, vas-y, on revient chercher les FG, ça pourrait être parfait. Non, vas-y, j'ai attendre encore un peu parce qu'il y a un petit peu de liquidité au-dessus. Et oui, ça, les gars, c'est erreur. C'est quand vous voulez rentrer trop parfaitement. C'est exactement ce que j'ai eu ici. C'est-à-dire que j'avais vu l'opportunité de rentrer là sur le fait qu'on vienne combler les FG qu'on avait là. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, il y a un petit peu de liquidité au-dessus là, et ça pourrait être encore mieux de rentrer ici. Et le piège avec ça, c'est qu'après, quand ça commence à partir à baisse, et ben, quand ça remonte, tu te dis, bah attends, je vais attendre ici. Et en fait, bam, ça rejute. Et en fait, t'attends là. Et en fait, là, tu te dis, bon, on va peut-être avoir un rebond, tête épaule, etc. Et en fait, au final, ça rentre jamais. Et le truc, c'est que plus ça descend, plus c'est dur de rentrer. C'est là où est le piège. Et bon, au final, du coup, je suis quand même rentré, vous voyez, mais bon, pas du tout comme je voulais, quoi. Là, j'ai giga sum, pas réussi à rentrer en short parce que j'ai trop attendu un moment parfait qui n'est pas arrivé. Et en fait, je suis rentré un peu à la rage, je vais vous montrer comment, parce que j'ai vu que là, on était en train de casser en fait le niveau de support. Du coup, je suis rentré direct parce que je me suis dit, ça y est, ça va repartir fort. Au final, j'ai bien fait, mais je suis pas rentré du tout sur le niveau que je voulais, et surtout, je suis pas du tout rentré avec la position que je voulais. Donc bon, c'est pas idéal. Et c'est un peu dommage parce que, bon, après, on peut pas avoir tout parfait, mais le short des 96 000 $, je l'avais mis parfaitement sur le Dead Cat Bones. Franchement, j'étais rentré nickel avec la position que je voulais à 96 000, quasi au top des 98 000. Et là, j'ai voulu faire la même. C'est dommage, c'est pas arrivé. Mais c'est pas foutu encore parce qu'il peut y avoir encore des entrées qui peuvent être intéressantes. Et si la target que je vise, qui est entre les 40 et les 50 000, ça nous laisse encore pas mal de marge de 50 000 à 76 000 pour shorter, quoi. Bon, et du coup, je peux vous montrer, hop, rapidement, sur BitGet, le short que j'ai posé. En fait, je vous explique. Hop, j'étais en train de regarder ici en 1 heure à quel rebond, en fait, on pouvait faire ici pour que je pose mon short. C'est-à-dire que moi, mon plan, il était simple. Il était que, voilà, on avait chuté ici complètement vers
vers les 72 000 ici, 73 000. Et là, moi, ce que je visais, c'était vraiment qu'on rebondisse encore une fois pour aller chercher les FG qu'on a laissés ici et ensuite poser mon short là et viser la baisse. Sauf que le truc, c'est que je regardais ça attentivement et surtout, je regardais attentivement si on cassait ou pas ce niveau. Parce que si on commence à casser ce niveau, comme ici, pour être sûr qu'en général, bah, paf, on est dans une tendance baissière. Et donc, c'est toujours pareil, hein, en fait, à chaque fois que tu as un niveau de support comme ça et que tu commences à le casser, paf, ça accélère. Tu as un niveau de support, paf, ça accélère. Pareil, tu as un niveau de support, paf, ça accélère, etc. C'est les marches d'escalier, mais à la baisse. Et du coup, dès que j'ai vu que ça commence à casser, j'ai fait, bon, allez, je cherche pas à comprendre. J'ai posé mon short ici, avec mon stop loss au-dessus ici. Et derrière, c'est parti à la baisse. Bon, j'ai pas mis du tout la position que je voulais parce que j'étais assez. C'était pas du tout l'entrée optimale que je voulais. Donc voilà, j'y suis allé vraiment mollo. Et après, j'ai descendu mon stop loss très bas. Donc pile, hop, vous voyez, en 5 minutes sur les derniers plus hauts ici. Ça, je l'ai fait tout à l'heure. Et j'ai rajouté pas mal de positions en fait en faisant la technique de j'augmente mon levier. J'avais un levier 30, j'augmente à 75. Et en augmentant mon levier, j'ai pu récupérer du margin ici que ensuite je réinjecte dans mon short. Du coup, voilà, je fais ça. Et en fait, derrière, c'est juste pour augmenter ma taille de position avec un stop loss super serré. Parce que là, en fait, tout ce que je fais, c'est juste suivre la petite tendance en 1 minute, 5 minutes qu'on a ici qui est baissière. Et au moment où ça se retourne, bah, du coup, hop, je me fais stop loss. Je prends mes gains. Et après, l'objectif, c'est de attendre le rebond et de voir où est-ce que je peux me positionner dans le rebond. Et si on n'a pas de rebond et juste on continue la tendance baissière, bah, j'ai toujours mon stop loss que je laisse suivre au fur et à mesure de la tendance baissière, tout simplement. Mais là, voilà, ce trade-là, en vrai, il est plus dans l'optique d'essayer de prendre un petit peu de gain pour avoir une plus grosse position short si on a un rebond qui arrive, quoi. Donc voilà, je peux vous montrer un peu, hop, sur BTC. Donc toujours pareil, regardez ça en weekly. Le ruban, il est parfait, hein, vachement, entre le bull run, on vient passer au-dessus, on rebondit, on vient chercher le bottom, on rebondit, on vient chercher le bottom, et au moment où on le casse, on part en tendance baissière, on part en market, on revient le tester ici, on se fait rejeter, on revient le tester, on se fait rejeter. Et ouais, c'est violent, et ça m'arrive vraiment le fait que on est bien en tendance baissière. Parce que si vous avez un rejet qui n'est pas brutal, souvent en fait, il faut se poser la question de est-ce que ou pas on n'est pas dans un retournement de tendance. C'est-à-dire que, regardez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ouais, ici, c'est parfait. Moi, je peux vous en donner plusieurs, mais par exemple, regardez celui-là pour le Corona. Quand on est passé au-dessus du ruban ici, on s'est pas fait rejeter. Du coup, directement, on est passé au-dessus. On était dans un retournement de tendance. Bon, c'était un retournement de tendance chelou parce qu'on a vu le Corona avant. Mais regardez, par exemple, on a celui-là qui est très bon. Vous voyez, tout le long, le bear market, on est hop ici sous le ruban. Et en fait, là, quand on vient dedans, vous voyez, on se fait rejeter ici. Et en fait, au lieu de se faire rejeter très violemment, vous voyez là, on se fait rejeter violemment sur 3 semaines, mais on récupère direct avec la mèche ici et vous voyez, on stoppe à ce niveau-là. Et du coup, ce qui fait que le rejet n'est pas assez violent, les vendeurs sont pas assez forts et du coup, on passe au ruban et on inverse en fait la tendance. Et après, en fait, quand on garde la tendance, c'est quand, vous voyez, on vient tester le ruban et puis d'un coup, paf, on pète, on a une grosse réaction en fait du cours. Ce qui fait que la tendance continue. Même chose ici, vous voyez, on continue, on arrive dans le ruban, paf, grosse réaction du cours, on continue la tendance. Même chose ici, vous voyez, à l'inverse, quand on arrive en fait dans le ruban, au lieu d'avoir une réaction du cours rapide et forte pour continuer la tendance, et ben là en fait on enfonce sur le banc, on n'a aucune réaction sur le banc, ce qui fait que hop, on change de tendance. Et là, si vous voulez, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on vient ici, et au lieu de, si vous voulez, faire un retournement de tendance et de poursuivre donc la tendance en n'ayant aucune réaction, et ben en fait, direct dès qu'on le touche, paf, grosse réaction, ouais, vénère avec des grosses bougies rouges qui partent direct à la baisse. Et en une semaine et demie, on va déjà chercher les plus bas sur lesquels on avait fait un rebond de plusieurs semaines, quoi. Et là, pareil, c'est-à-dire que là, pour inverser la tendance, il aurait fallu qu'on ait une réaction moins forte. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un petit rejet comme ça, vous voyez, et ensuite rebondir et là, casser la tendance. Mais quand en général, tu as une réaction aussi forte, vous voyez, on vient tester le ruban et en 3 semaines, quoi, en 3-4 semaines, on ravale toute la baisse qu'on a fait ici, c'est qu'en général, on est toujours dans la tendance baissière et que là, la réaction du marché sur ce ruban fait que on n'est pas du tout dans un retournement de tendance pour l'instant. Et donc, il faut privilégier voilà, le fait qu'on continue cette tendance baissière, on continue la réaction baissière assez forte et qu'on va chercher direct les plus bas et qu'après, on va enfoncer pour aller chercher le bottom. Bref, voilà. Ensuite, quand on passe en daily, là où j'ai le giga sum, c'est que regardez ça, je me suis fait un peu piéger pour 2 fois déjà. Alors, il y a une fois, j'étais rentré très fort en short ici et en fait, c'était pas le top. Je suis re-rentré là, pareil, c'était pas le top non plus. Et après, quand j'ai vu ce que j'expliquais tout à l'heure avec la FG, hein, quand j'ai vu qu'on venait combler la FG qu'on avait ici, je suis pas rentré parce qu'on avait un peu de liquidité sur ce niveau-là. Et en fait, j'attendais ce niveau qui était le niveau parfait, qui n'est jamais arrivé. Et après, j'ai eu le même problème, rappelez-vous, avec dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que je visais? Je visais l'épaule tête-épaule inversée, donc l'épaule tête épaule inversée qu'on avait, qui pouvait très bien fonctionner ici. Mais il nous fallait voilà, qu'on casse cette ligne-là pour valider cette figure-là et qu'on aille chercher du coup toutes les FG qu'on avait là avec les liquidités et les dernières liquidités qu'on avait ici avant de replonger. Et ça, c'était vraiment le short parfait
que j'aurais voulu prendre. Mais bon, c'est pas arrivé, c'est dommage. Et au final, vous voyez, on enfonce tout ça, il n'y a aucune épaule tête épaule, on enfonce complètement et on continue, vous voyez, la tendance baissière qui du coup s'arrête jamais, j'ai l'impression. Et c'est ça le piège, c'est que en fait, une fois que tu veux rentrer en short, en fait, plus t'attends, plus ça descend, plus c'est dur de rentrer, parce que moins les rebonds sont forts, plus c'est dur d'avoir une opportunité. C'est-à-dire c'est la même chose. Pourquoi je suis rentré en short ici hier? Parce que là, j'attendais un rebond, de la même manière que j'attendais un rebond ici. Et en fait, au final, si tu vois que ça commence à casser et qu'il n'y a pas eu de rebond, c'est qu'en général, paf, faut avancer beaucoup plus bas, quoi, comme à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu rentré à l'arrache sur le short. Là, comme je l'ai expliqué, je garde mon stop loss très serré ici pour suivre la tendance. Et dès que la tendance s'inverse, hop, je me fais stop loss, je prends mes gains. Et après, l'objectif, c'est de voir le rebond qu'on va avoir derrière. Parce que demain, on ne peut pas non plus descendre comme ça tout droit. On a forcément des phases de rebond que d'ailleurs, je peux vous montrer. Alors, c'est pas souvent des rebonds très très forts. Hein, mais regardez, par exemple, ici, on descend très droit, hop, petit rebond avant de renforcer. Mais vous voyez, un rebond comme ça, moi, me suffit. C'est-à-dire que si je vois que là, on a un rebond qui se forme, on a juste un petit rebond comme ça, moi, ça me suffit pour rentrer avec pas mal d'ordre ici et un stop loss sur les derniers plus hauts. À ce endroit-là, ça me suffira pour jouer ça en fait. Et je peux vous montrer d'autres exemples que je suis allé voir tout à l'heure que je trouve hyper intéressants. Hop, vous voyez, regardez ici, même chose. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient chercher les plus bas, et ben souvent on a une réaction avant de chuter en fait. Ouais, même chose ici, avant de chercher les plus bas ici, souvent on a une réaction avant de chuter. Et on peut regarder ce qui s'était passé au dernier bear market parce que c'est exactement le même truc. C'est-à-dire que là, vous voyez, bear market 2022, qu'est-ce qu'on a? Même chose. Vous voyez, on a les plus bas qui sont ici. Et vous voyez, on chute. Et qu'est-ce qu'on fait avant de accélérer à la baisse ici? On a des petits rebonds qui se forment avant, bam, de chuter. Alors, le seul cas où c'était un peu moins le cas, si on l'a eu quand même ici, vous voyez, on commence à chuter, on a eu un dernier rebond, paf, avant de chuter quand on se rapprochait plus bas. Mais c'était beaucoup plus brutal ici. Là, c'était vraiment assez vénère. Et je pense qu'on va avoir cette configuration-là, en fait, tout simplement, parce que c'est à chaque fois la même configuration qu'on a. Parce que, à mon avis, c'est celle qui piège le maximum de monde, quoi. C'est celle qui redonne espoir tout en gardant la dynamique de baisse sur BTC. Qui est que, voilà, il y a beaucoup de gens qui attendent, qui ont l'espoir d'avoir un rebond dans cette zone pour former vraiment le double bottom. Et du coup, le truc optimal pour le cours à faire dans ce genre de situation, c'est vraiment, voilà, on laisse couler complètement. Dès qu'on arrive vers les plus bas ici, donc dans toute cette zone, hop, on commence à former un rebond. Et c'est là où c'est piège, parce que le rebond peut être à la fois assez fort pour piéger un maximum de gens, à la fois, en général, quand même, moi je parierais plus sur un rebond qui est moins fort, qui va souvent pas dépasser les plus hauts qu'on a ici, et qui va s'arrêter dans ces zones-là pour repartir, parce qu'en fait, la tendance est tellement forte à baisse, il y a tellement de volume vendeur, qu'en général, les rebonds, ils sont pas très puissants, ce qui fait que derrière, bam, ça renfonce direct, très très fort, et après on a ce genre de phases de bougies qui sont assez vénères. Et du coup, voilà, l'objectif pour les prochains jours, prochaines semaines, parce que vous allez voir que ça peut être assez rapide, ça va être vraiment voilà, là j'ai mon short, le laisser suivre la tendance si on continue, au moment où ça se retourne, je coupe, je prends mes gains, et derrière, essayer de rentrer sur le rebond avec tout ce que j'ai pour jouer la prochaine phase de baisse. C'est pas l'optimal, j'aurais préféré rentrer ici, mais bon, c'est pas grave, on pourra pas faire comme les 96 000 là où j'étais rentré ici, c'était parfait, et après j'ai cut mon short à 70, là c'était vraiment parfait. Et bon, c'est comme ça. Dernière chose que je vais vous montrer sur BTC, MACD, Weekly, rappelez-vous, on l'a vu ensemble, c'était pas trop mal, parce que on avait, hop, le top qui commence à se former. Par rapport, rappelez-vous, au volume blanc. Ouais, la technique a plutôt bien marché. Alors comme d'hab, MACD, les gars, c'est un oscillateur. C'est un oscillateur de momentum. En fait, il suit tout simplement la tendance de BTC. Donc c'est pas un indicateur magique qui va vous dire si ou pas ça va baisser ou vendre à l'avance. Il va juste suivre le momentum et essayer de l'inscrire sur son indicateur voilà, de BTC. Mais ce que je trouve intéressant par rapport à cet indicateur, c'est au moment où la hausse des bougies vertes se calme et on a les premières bougies blanches qui apparaissent. Tout le temps, enfin pas tout le temps, mais assez régulièrement, ça marque le top de BTC. Ouais, on l'a souvent vu ici, regardez que des bougies vertes, hop, bougie blanche, top. Par ici, très bien ici, vous voyez, bougie verte, dès qu'on a bougie blanche, ça marque le top, même chose, etc. Et là, ça a encore une fois assez bien marché, alors c'est pas tout le temps non plus, mais vous voyez, de nouveau, là, on avait pas mal de bougies vertes qui montaient, et au moment où on a eu la bougie blanche sur cette bougie weekly, là, je vous ai dit, ça y est, on peut avoir notre top sur BTC et progressivement baisser parce qu'on a une autre bougie blanche qui fait que là, en fait, le momentum des acheteurs s'inverse en momentum vendeur et qu'une fois qu'on a passé le 50-50, où là, vous voyez, on a tout juste autant de vendeurs que d'acheteurs et on bascule dans le fait qu'il y a un peu plus de vendeurs, bah, souvent la tendance, elle se suit sur les vendeurs en fait. Et c'est ce qui forme à chaque fois, vous voyez, les tops qu'on a sur MACD aussi. Donc là, en fait, la logique des choses ferait que petit à petit, on va passer dans le rouge jusqu'à former du coup de nouveau la même oscillation où pareil on va avoir un MACD qui cross bearish ici, hop ça part à la baisse et là du coup on part complètement dans des bougies rouges ici
Et après derrière, pareil, une fois qu'on a bien fait des belles bougies rouges parce qu'on a bien descendu bien fort, on pose notre bottom et quand on a le rebond, bah, on commence ici à repasser dans des bougies qui commencent à redevenir blanches, puis petit à petit à vert, et là ça repart à la rousse. Et quand on aura le croisement ici du MACD, ça pourrait être intéressant de timer le bottom à ce moment-là. Ouais, à peu près similaire à quand on avait eu, pas forcément le croisement, mais plutôt par rapport aux bougies blanches, c'est encore plus précis. Vous voyez, de nouveau, regardez, le croisement il est ici, vous voyez, il est un peu tard, il est là, alors que regardez les bougies blanches, vous voyez, quand on a le top des bougies blanches ici, et ben hop, ça correspond à quoi? Ça correspond vraiment au bottom. Même chose que quand on a le top des bougies blanches ici, vous voyez, ça correspond au top. Et de nouveau, là, quand on va avoir la baisse avec le top des bougies blanches à ce niveau-là, ben, en fait, souvent, on aura le top qui sera ici avec le bottom juste là. Et derrière, quand on aura le croisement bullish du MACD, bah, ce sera un peu plus tard quand on aura la relance du rebond du marché. Tout simplement, ce scénario, je l'ai vu 100 000 fois, vraiment, depuis 2018. Je l'ai vu beaucoup de fois, mais à chaque fois, en fait, c'est le même truc. Et ça change pas. Enfin bref, voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais voir? S&P, Nasdaq, en fait, ça c'est dramatique aussi parce que on a un S&P et un Nasdaq qui sont historiquement hauts, mais c'est la folie. Encore une fois, à chaque fois, c'est de pire en pire. Ouais, à chaque fois qu'on a un rebond, c'est de plus en plus haut. Historiquement haut. Alors que BTC, c'est une catastrophe à côté. Vraiment, regardez ça. Genre, BTC qui part à la cave, alors qu'on a un S&P et un Nasdaq qui s'arrête pas de monter. Et ça, c'est dramatique parce que le moment où on va avoir un S&P et un Nasdaq qui vont juste corriger un tout petit peu, ce qui va sûrement arriver, parce que voilà, là, on a enchaîné des semaines de hausse sans jamais s'arrêter. Au bout d'un moment, je parle même pas d'une correction très forte, hein. Je parle juste d'une petite correction normale, voilà, comme ça, tac, et puis on continue la tendance, comme on a à chaque fois qu'on monte, vous voyez, paf, petite correction, etc., etc. Et bah la même chose, c'est-à-dire que là, on va pas faire ça tout droit. Au bout d'un moment, on va avoir une petite correction comme ça, hop, et après on va remonter. Et je pense que juste en fait, cette petite correction peut avoir un impact très fort sur BTC, parce que si on a un BTC qui corrige déjà comme ça, alors qu'on a les indices qui font monter, imaginez quand les indices vont un petit peu corriger, BTC va encore plus corriger. Donc voilà pour ça. Ça, c'est pas très bullish non plus. Et dernier truc, bien sûr, le dollar, bon, qui bouge pas pour l'instant, mais lui, à surveiller de près, hein. Dès que vous voyez qu'il commence à casser ici en weekly et que ça accélère, là, vous pouvez être sûr qu'il faut augmenter la, la position short sur BTC. Bon, voilà pour tout ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de le passer, mais les petites liquidités sur BTC, vous voyez, justement, c'est un peu ce qui m'a piégé sur BTC, c'est regarder les liquidités. Bon, c'était pas con non plus, mais ouais, les liquidités qu'on avait là, c'est ce que je visais. Rappelez-vous, quand j'ai pas voulu rentrer en short sur le fait qu'on comble la FG ici, c'est parce qu'on avait des liquidités au-dessus. Quand on est venu ici, je me suis dit, on peut aller chercher un petit peu plus haut, on n'y est pas venu. Et quand on était ici et qu'après je visais le rebond, bah, je visais le rebond pour aller chercher toutes les liquidités qu'on avait là, plus celle ici. Et finalement, ouais, on a tout laissé. Donc on va venir forcément les récupérer. Alors, je pense pas avec le rebond qu'on aura ici, mais peut-être plus après qu'on aurait posé bottom et qu'on remonte. Mais c'est vrai qu'on a laissé quand même pas mal de longues. Et ça, je me dis, attendez, est-ce qu'on pourrait pas avoir, ça serait vraiment l'enfer en termes d'analyse, mais imaginez, on a un truc comme ça. C'est-à-dire que là, hop, on vient chercher 60 000, on rebondit, et on rebondit tellement fort qu'on vient chercher toutes les liquidités, on sweep le plus haut, et bam, on chute. Bon, j'y crois pas trop, ce serait vraiment un truc de fou, mais faut quand même l'avoir dans un coin de la tête. Au moins, on viendrait tout récup, puis on chuterait. Bon, voilà, après, il y a quand même peu de chances que ça arrive, mais bon, on l'a quand même en tête parce qu'on garde quand même pas mal d'utilité sur ces niveaux-là. Mais bref, ouais, les liquidités assez piégeurs. Et ouais, les liquidités, c'est souvent un truc que j'ai remarqué dans tous les cas en fait. Il y aura toujours des liquidités. C'est-à-dire que il y aura tout le temps des moments où il y aura des liquidités qui seront laissées parce qu'en fait, simplement, le marché ne peut pas à chaque fois sortir tout le monde. C'est pas possible. Et même si parfois on a des belles accumulations de liquidités et que ça coïncide avec les FG, les zones, etc., bah ça marche pas tout le temps. Mais bref, voilà pour ça. Je vais finir, tiens, avec les small caps. Parce que là, j'ai quasi tout vendu. Rappelez-vous, le seul small caps que j'ai de côté, c'est Clud. Et j'ai aussi un peu de ST, mais que je hold à long terme. Et Clud, j'en ai revendu, vous voyez, hier, quelques-uns. J'ai remis un ordre de limite de vente sur les 4 millions. Là, du coup, j'essaie d'en vendre un maximum. J'ai pas trop de côté non plus sur Axiom, j'ai 8K. Mais pour l'instant, voilà, je suis beaucoup plus dans l'optique de me débarrasser en fait de mes small caps. D'encaisser un peu mes pertes que j'ai eues. Pour l'instant, la plus grosse perte, c'est MGMA que j'ai pas vendu et que je garde. Après, voilà, le reste comme Claude où j'ai fait des profits, lui par contre, je TP. Et après, l'objectif, c'est de tout rebalancer sur FOMO. Merci d'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois en vidéo, vous êtes 24 à m'avoir follow. Bon, c'est pas la folie comme à l'époque où je parlais d'un truc en vidéo, il y avait 50 000 personnes qui me follow. Mais c'est quand même cool, ça fait plaisir. Et du coup, pour l'instant, FOMO, rappelez-vous, c'est c'est un peu une sorte de réseaux sociaux où en fait, vous pouvez suivre en direct ce que fait les gens par rapport à leur portefeuille. Et du coup, c'est trop cool parce qu'on peut aussi investir sur les small caps. Et du coup, sur n'importe quel small caps que j'ai rentré, bah, pour les voir en direct, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends, voilà, comment je manage en fait mon
mon portefeuille par rapport aux small caps. Et aussi, ce que j'ai réfléchi à faire par rapport à ça, c'est que je vais essayer de négocier des deals avec des projets pour avoir des bacs de crypto et ensuite vous en redistribuer une partie en faisant voilà, dans les commentaires comme ça sur vos liens FOMO. Donc ouais, ça pourrait être cool. Mais pour l'instant, je suis pas dans l'optique en fait d'accumuler des small caps par rapport au marché qu'on a, quoi. Ce serait pas logique et je préfère garder des liquidités, sortir mes small caps qui me restent, garder des liquidités de côté et quand on arrivera vers les zones assez basses, vers les bottoms que je vise, là j'entrerai sur les small caps à ce moment-là. J'en ai quelques-uns en tête qui sont intéressants et qui ont d'ailleurs bien réagi sur le rebond qu'on a eu là, ce qui est bon signe ça pour les futurs rebonds en fait qu'on aura sur le marché. Je pense typiquement à Codec par exemple. Codec d'ailleurs, je vous en avais parlé en vidéo il y a très longtemps, rappelez-vous, en juin dernier, il y a un an. Codec est quand même fou ce token. Rappelez-vous, la première fois que je vous en ai parlé en vidéo, on était ici, on était à 700 000 de market cap. Moi j'étais rentré à 700 000, j'en avais parlé en vidéo, après on était monté, on était redescendu, j'ai pas mal accumulé vers les 1-2 millions. Et après on a pété les gars à 33, alors même je crois on est monté à 50 millions, alors c'était en FDV peut-être parce que là on est en market cap. On était monté jusqu'à 50 millions et j'ai vendu une moyenne vers les 20 millions, ce que j'ai vendu sur la hausse, puis après j'ai revendu sur la baisse. Et ouais, ce qui est intéressant c'est que le token est toujours pas très fort en termes de momentum parce que forcément tous les small caps sont fait dégommer, mais il y a quand même du volume, du momentum, du rebond quand le marché repart. Vous voyez là on l'a très bien vu, le token hop il a bien chuté, il s'est stabilisé vers les 1 million, 1,5 million et quand on a eu le rebond du marché, regardez ça, on a eu un rebond de Codec qui a été quand même assez fort. Il est passé de 1,3 million à ici 6 millions, on a fait 350% sur le rebond qu'on a eu sur BTC. Et ça c'est fort parce que ça veut dire que le marché a toujours en tête ce token pour le faire repartir quand le marché aura des liquidités, aura du volume. Et du coup, là, je pense que Codec, il a largement la place pour redescendre et repartir à la baisse. Et une fois qu'il va poser son bottom, je sais pas, entre les 1 million 800 000 dans ces zones-là, et ben là, je vais commencer à réaccumuler pour jouer la prochaine hausse de liquidité où je pense qu'il sera toujours dedans. Enfin bref, j'ai quelques tokens comme ça que j'ai en tête. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, allez me follow sur FOMO, au moins quand je commencerai à en acheter, à en parler, en acheter, en accumuler, vous le verrez. Et FOMO, je vous rappelle, je suis pas sponsor ou quoi, hein, mais j'ai mon lien, là, il est où référal, ici, où j'ai 25% et je crois que vous récupérez 2% de frais. Du coup, là, je vous mets transcription, il s'était pas passé. Voilà pour tout ça. On finit avec le commentaire du jour de Didinvictus qui me dit vidéo intéressante, comme toujours. Néanmoins, fais attention à toi. C'est sympa de rencontrer des followers, mais avec tout ce qui se passe sur les détenteurs de crypto importants, vous n'êtes jamais à l'abri. C'est triste. Merci beaucoup de ton commentaire. En plus, tu as eu 6 likes, ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui étaient en accord avec ce que tu dis. Alors tu dis ça parce que dans la dernière vidéo, j'avais passé le commentaire du jour de quelqu'un qui disait en gros, où est-ce que je peux te rencontrer? Et je lui avais dit, viens au parc de Street à Malte, j'y suis souvent. Et du coup, il est venu, on s'est rencontrés comme ça, on a bien sympathisé, on a fait des soirées, on a fait des trucs ensemble et tout, c'était cool. Et c'est vrai que t'as raison, faut faire gaffe, parce qu'on sait jamais sur qui on tombe. Après, je sais que sur YouTube, ouais, on n'a pas non plus trop de vues, on a 3000 vues par vidéo. Je sais que les gens qui me regardent sur YouTube en fin de vidéo, c'est souvent les gens qui sont vraiment comment je pourrais dire, impliqués dans ce que je fais et qui s'intéressent à ce que je fais. Et du coup, en général, c'est des gens c'est pas des gens qui vont me vouloir du mal. Il y a ça. Après, deuxièmement, en ce moment, les gars, c'est le bear market. Du coup, liquidité, c'est pas la folie, quoi. Même si je me fais kidnapper, j'aurais pas grand chose à donner. Et je suis beaucoup plus actuellement dans l'immobilier que dans les cryptos, en fait, au final, en valeur de portefeuille. Bon, il y a ça. Et aussi, troisième truc, il y a deux autres trucs. Troisième truc, c'est que là où je lui demande de venir en premier lieu, c'est à Street, à Malte. Et au Street, moi, chaque fois que j'y vais, je suis avec 10-15 potes. Genre les mecs du street, bon, on n'est pas des masses non plus, mais on commence quand même à avoir un peu de force. Et donc, même s'il y a un mec qui vient avec un gun ou il vient avec un couteau ou quoi que ce soit, je sais qu'on est une vingtaine, il va pas pouvoir faire grand chose. Et puis, dernier truc, c'est aussi Malte. Par exemple, en France, je ferais pas ça. Parce qu'en France, c'est un peu le Far West. Mais à Malte, même en Asie, etc., où je vais, en général, je sais qu'il n'y a pas trop de problèmes. En fait, même s'il y a un problème sur place à Malte, je sais que derrière, ça va être facilement retrouvé, retracé. Et c'est une petite île. Et ce genre de problème n'a jamais lieu, quoi, en fait, tout simplement. Après, ouais, c'est sûr, je prends peut-être plus de précautions par rapport à ça, mais moi, je kiffe trop rencontrer, en fait, des gens, c'est trop cool. Des nouvelles personnes, et surtout en plus des personnes qui sont dans la crypto, je trouve ça trop bien. Et au final, j'ai quelques potes, quand même, que je connais depuis 3-4 ans, ouais, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec qui j'ai rencontré via les réseaux de base, en fait. Mais comme justement Alan à l'époque, en 2022, ou même d'autres potes qui sont pas forcément sur les réseaux, mais que j'ai rencontrés via ma chaîne, avec qui j'ai sympathisé. Et après, derrière, je suis parti en Asie, je fais plein de trucs avec eux, et qui c'était cool. Enfin bref, voilà pour ça. Merci en tout cas pour ton commentaire, ça fait plaisir. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un truc avant de partir. J'ai oublié de parler de Dropi, je le vois ici. Dropi, tiens, c'est hyper intéressant, ça n'a pas du tout fonctionné. Je m'attendais à bien mieux. Je m'attendais vraiment à 100 fois mieux. Là, c'est difficile de faire pire que ça. Ça, le token, il a été listé. Ça a été bam, chute direct d'un coup. Alors, pour donner un ordre d'idée, le token était prévu
Alors il était à 40 millions de FDV, donc il était prévu je crois à 0,4 centimes, et les prêts, c'est-à-dire à combien il s'échangeait avant que ça sorte, donc ce que les gens envisageaient, il était à 0,80, donc x2 à 80 millions de FDV. Et finalement, les gars, on a complètement chuté et on est venu à, on est quoi là, 4 millions de FDV, un truc comme ça. Donc une catastrophe. Et ça, les gars, c'est un super indicateur par rapport au fait que c'est encore giga bearish. Encore une fois, c'est un peu comme les news qui sont bullish et qui sortent et en fait ça fait encore chuter le marché. Là, quand vous avez des nouveaux projets comme ça qui sortent, qui sont pas mal attendus, Dropi c'était quand même bien attendu, c'était dans, rappelez-vous, l'IA par rapport à Telegram, par rapport à la création d'app en fait avec l'IA qu'ils avaient. J'avais un tout petit espoir de me dire qu'on pouvait avoir un peu de liquidité, un peu de volume, un peu de reprise haussière qui arrive sur ça, mais en fait pas du tout. Et ça veut bien dire que on est encore ma market et qu'en fait quand tu as des projets comme ça qui sortent, qui sont pas mal attendus et qui au final ça fait rien du tout, ça chute complètement, c'est que le marché il est pas du tout dans l'optique de vouloir faire repartir les cours et plus dans l'optique de voilà, prendre l'équité où il y en a et paf les récupérer direct pour les garder de côté et acheter le bottom plus tard. Et là, c'est ce qu'on a eu sur Dropi. Et en plus, il y a eu plein de dramas autour parce qu'il y a eu pas mal de gens qui n'ont pas eu leur bague. Moi, je devais avoir une alloc dessus. Au final, ça a vraiment mis du temps à sortir. Et en fait, je sais pas, toujours pareil. Mais les pré comme ça, c'est pas ouf parce que le système fait que tu as les mecs qui sont avant tout le monde, souvent des proches du projet ou même la team du projet eux-mêmes. Et en fait, ils vendent leur bague direct qui fait que bam, ça chute d'un coup. Et ensuite, derrière, les autres bagues, donc pour la commu, pour les influx, etc., sont lancés après. Et du coup, en fait, après, c'est bien trop tard, quoi. Et ce système-là, je pense qu'il arrive à sa fin, il est plus viable en fait, et on l'a vu durant ce bullrun-là. Enfin bref, voilà pour ça. Je laisse là-dessus pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à se passer en inscription. Vous avez Swissborg si vous voulez commencer à placer vos ordres de limite en spot sur BTC, c'est hyper intéressant. Et je vous mettrai aussi tiens, mon petit compte FOMO si vous voulez les follow. Je laisse là-dessus, moi je dis à plus. Ciao.